Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est reparti pour une nouvelle année 2024 avec la loi des séries. Vous le savez, toutes les semaines on reçoit celles et ceux qui font les séries. On vous souhaite évidemment une très très belle année 2024 avec plein de belles séries. Comme elle commence comme on l'avait terminé finalement quelque part avec Nora Gandour qui est à mes côtés. Bonsoir. Nora. On va parler. Bonne année. Oui, bonne année. Bonne année à tous. Et on commence, je disais, comme on a fini cette année, l'année 2023 s'est terminée avec une série qui est arrivée sur nos écrans et qu'on n'avait pas vu arriver forcément, même si le projet on entendait parler depuis très longtemps. C'est Escort Boys, 4 garçons dans le vent presque, pour plagier le célèbre groupe des Beatles, qui doivent se protéger leur propriété en devenant escort boy. Ça c'est le postulat de départ, mais pour diriger cette fine équipe, il fallait une main de fer dans un gant de velours et il fallait une chef d'entreprise, c'est comme ça qu'on peut dire. Ou une Mac, ça dépend comment on se positionne, mais et ça a été notre très 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 belle découverte de cette série. On était un peu frustrés que tu ne puisses pas être là pour l'émission sur Escort Boys, donc on s'est dit on va faire une émission que avec elle, que avec Marisol Fertard. Bonsoir. Je me suis dit bonsoir. Ouais, et déjà bonne année complètement. Ouais, on peut commencer, c'est toujours bien. Et on avait envie vraiment, parce qu'on était vraiment frustrés, parce qu'on s'est dit on a 4 comédiens. Alors ils sont pas vieux, mais enfin ils commencent à avoir une solide expérience à la télévision. On a une jeune actrice qui débarque, qu'on connaît, dont le visage est très connu, mais qui là d'un seul coup s'impose et prend sa place au milieu de ces 4 mecs. On avait vraiment envie de te recevoir. Donc on est très content que tu sois là. Eh ben merci, je suis contente d'être là aussi et j'ai loupé une fois, mais je louperai pas deux. Non, c'est ça. Je me positionne. Dans la deuxième partie de l'émission, une autre actrice va nous rejoindre, une grande actrice de télévision aussi, Catherine Marchal sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Vous la connaissez évidemment, c'est la chef Guino dans Ici tout commence tous les soirs. On va revenir évidemment sur la série. Maintenant elle est disponible, les gens peuvent la voir. On va en reparler longuement dans un instant. Mais comment on sent cette prépa, ce moment un peu latent, moment où les gens l'ont pas vu, puis de se dire voilà, on a fait quelque chose qui est vraiment différent, y compris pour toi. Donc comment on vit cette période-là? Déjà ça a été long, ça a été supplice pendant longtemps parce qu'on a tourné la série il y a plus d'1 an et demi maintenant, donc on a longtemps attendu. Ouais. Donc finalement ce petit laps où les gens m'entendent parler, où on a toute une phase de promo, donc on envoie des extraits, on peut commencer à tendre le bâton mais sans donner le bout, quoi. Et donc c'est plutôt agréable de voir les gens en jouer et qui attendent la sortie de ce petit bébé qu'on a concocté avec beaucoup d'amour, et on était vraiment une super équipe, donc on était contents en plus de se retrouver, parce qu'après chacun repart dans son petit train, et là c'est une bonne occasion de se retrouver, puis en plus c'était pour les fêtes, donc c'était sympa, ouais, avant les fêtes de Noël, d'avoir ce petit côté chaud qui débarque. 4 mecs à poil, mais les femmes ne sont pas en reste. On va évidemment y revenir, on va parler de ton rôle de Charlie dans cette série. Je disais chef d'entreprise ou Mac, mais chef d'entreprise plus que Mac pour l'instant, mais bon, à voir, peut-être qu'avec le temps on peut se professionnaliser, c'est quand même elle qui construire quelque chose de vraiment concret, un vrai réseau. En tout cas, Charlie est prête, je sens qu'elle a vraiment les mains mises sur le projet. Elle a 17 ans en tout cas. Elle a 17 ans, elle est plutôt avancée pour son âge. C'est ce qu'on appelle être mature. Exactement. Elle a une belle maturité. On va parler de tout ça avec toi. Auparavant, évidemment, cette année commence. Il y a plein de choses qui arrivent en matière de séries. Ce sera la série de la rentrée sur TF1. Cette fois-ci, ça commence lundi prochain en prime time. C'est une nouvelle mini-série. Ça s'appelle Rivière perdue. Ça a été le premier bande-annonce a été diffusé pendant l'élection de Miss France au mois de décembre. On vous la propose. Voici cette nouvelle mini-série avec un casting là aussi de malade. Regardez, petit extrait de Rivière perdue. Ils ont retrouvé ta fille. Anna, ils ont retrouvé Anna. Et Lucie, ma fille, elle est vivante. Ça fait 5 ans qu'on attend. 5 ans qu'on espère. On va le retrouver, M. Pérez. Lucie Pérez n'est pas dans la voiture. Bien reçu. On a besoin de toi, Anna. Je sais que c'est pas facile. S'il vous plaît, ma fille sort de l'enfer. Anna est sortie de l'enfer, mais pas Lucie. Pourquoi vous cherchez à entraver l'enquête? Ces souvenirs, c'est la seule piste qu'on a pour retrouver Lucie. Rivière perdue, votre nouvelle série prochainement sur TF1.
Voilà, exactement le 11 janvier prochain, Rivière perdue, 2 petites filles de 11 ans disparaissent, sont enlevées par un homme 5 ans plus tard à l'issue d'un accident de voiture. L'une d'entre elles revient, Anna. Lucie est toujours portée disparue. Où est-elle ? Est-elle toujours entre les mains de son ravisseur ? Et surtout, qui les a enlevées ? Grosse distribution, une enquête menée donc par Barbara Cabrita, Jean-Michel Tinivelli et Nicolas Gobe en arrière-plan au départ. Et puis c'est cette petite ville qui vit au rythme évidemment de cette disparition d'enfants, de ces 2 enfants qui a traumatisé le village. Voilà, c'est ce qu'on appelle les mini-séries de prestige de TF1 avec des gros castings, des gens connus, des visages connus de la télévision. En tout cas pour une mini-série en 6 épisodes qui sera diffusée sur TF1 le jeudi 11 janvier, qui peut-être sera d'ailleurs en intégralité dès le jour même sur TF1+, ouais. La nouvelle plateforme de TF1 qui est lancée justement la semaine prochaine. On revient à nos garçons et à notre fille. On revient à Escort Boys, petite pépite de cette fin d'année que nous avons adorée, évidemment. Écoutez, si vous l'avez ratée, elle est sur Prime Video, évidemment, mais voici la bande-annonce de Escort Boys. Tu repars quand ? Je vais prier pour votre papa. Je repars pas. Charlie, on va redémarrer ça ensemble. Avec quel argent ? C'est à toi d'assurer maintenant. C'est du délire. C'est temporaire. Yes. J'ai regardé les sites d'escorte. Ici, y a que dalle. Donc si on se professionnalise, on peut vraiment tout déchirer. Et parce qu'il faut retirer le t-shirt en plus. Ah putain. Par contre, faut qu'on assure, hein. On va pas se louper. Faut qu'on passe la vitesse supérieure. On est en train de parler de prostitution. On est toujours la pute de quelqu'un. N'importe quoi, mais tu es un bébé, toi. Je suis un bébé bien équipé. Tu vas où ? Discrétion oblige sur ce taf. Vous avez honte ? Ça s'est bien passé avec ta cliente hier ? Je pense à quelqu'un d'autre. Je suis paumé. Je gère plus rien. T'as pas marre, ça servira à rien. Tu veux que je fasse quoi ? Dis-moi, tu veux que je fasse quoi de ma vie ? Tu passes ta soirée à te frotter, tu veux me faire croire que tu t'en fous des meufs ? Tu sais faire ça, c'est pas normal. Hein. Je sais. J'ai tué ma famille. Merci. Messieurs, bienvenue à la cour des grands. Et là, je connais Nora, elle se dit, arriver dans une chambre et Guillaume Lavey comme ça sur un lit. Sur un malentendu. Ça peut marcher. Je veux bien rester. Ça peut marcher. Pour info. Je peux te prendre rendez-vous si tu veux. Écoute, avec plaisir, on en reparle après l'émission. Pour info, c'est l'une des dernières scènes de la fin de la série. Voilà, on n'en dira pas plus, mais c'est dans le tout dernier épisode. C'est l'un des cliffs de la série. Marisol, ouais, c'est exactement ça. Vous n'avez pas vu, la mâchoire se décroche en général à la fin de cette saison. Comment tu t'es retrouvée dans ce projet-là pour ce rôle très particulier ? Elle est la fille donc du propriétaire de ce grand domaine sur lequel on élève des abeilles pour faire du miel. Elle est attachée à cette propriété. Son père meurt d'une crise cardiaque et elle est obligée finalement à 17 ans de se retrouver un peu livrée à elle-même. L'aide sociale pointe un peu le bout de son nez et tout ça. Et en même temps, elle va jouer un rôle de chef d'entreprise particulier. C'est un rôle qui est très fort. Comment tu t'es retrouvée embarquée là-dedans et quand on te l'a vendu, comment tu l'as reçu, quoi ? J'avais rencontré Ruben, j'avais travaillé une fois dans un stage, une masterclass 2 ans avant en plus un an avant l'arrivée du casting. Il m'en avait parlé, donc j'avais déjà une approche avec lui, on avait déjà travaillé ensemble. Et quand j'ai reçu la scène en casting, ça m'a beaucoup plu parce que le personnage qu'en impose caractériel, je trouve qu'elle avait vraiment quelque chose à défendre. En plus, avec son âge, il y avait une espèce de parallèle qui était hyper intéressant et moi qui me plaît en plus, je crois que tout n'est pas complètement inventé. Je pense qu'il a eu un très bon casting là-dessus sur tous les personnages, donc ça s'est fait très simplement. Et je me rappelle au casting, on avait fait avec Guillaume une impro de vraiment frères et sœurs où on se chamaille, on se rentre un peu dedans et en fait tout est arrivé super vite, on s'envoyait des punchlines, ça volait et du coup je me suis dit ok, il y avait vraiment un truc qui s'est passé tous les deux. Et donc après j'ai embarqué sans vraiment me poser de questions. Ceci dit, quand on regarde un peu, même physiquement, je trouve qu'il y a un petit quelque chose avec la propre sœur de Guillaume. Avec Constance Lavey. Ouais, physiquement, il y a un petit quelque chose. Donc, ouais, peut-être en saison 2, va aller savoir. Le personnage est quand même particulier. Charlie, comment toi tu pourrais la présenter et la ressentir ? Je dirais que c'est un petit bout de femme très sensible, mais qui a appris à se protéger très vite.
parce que la vie de campagne, parce que de grandir entouré d'hommes, et en plus le retour de son frère déclenche quelque chose d'encore plus important. Hein. Lui, c'est comédien pas très réussi, quoi. Ouais, voilà, puis c'est surtout pour elle, c'est surtout celui qui est parti qui les a abandonnés, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une embrouille un peu enfantine, mais en même temps qui a des vraies raisons d'être, de t'es parti, tu reviens comme ça du jour au lendemain et tu me donnes des ordres et tu me dis un peu comment me comporter. Donc des réactions qu'on peut connaître vachement en fait chez ces âges-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le deuxième souffle qui sort de ça quand elle sent qu'il y a un projet qui naît et comment elle arrive à l'aider son frère tout en gardant un attachement et de lui dire... Enfin, il y a cette scène que j'aime beaucoup où... l'assistante sociale vient la récupérer, ce qui est quand même cette peur aussi, même s'il y a tout ce caractère et ce côté un peu fâché familial, il y a quand même une peur, c'est de se retrouver en foyer. Et là, d'un seul coup, c'est juste une petite fille de 17 ans qui a juste peur de partir du monde qu'elle connaît, de cette maison auquel elle est attachée par son père. Et du coup, il y a un côté où elle récupère cette fraternité après coup avec ce projet, de dire ok, bon vas-y, on y va main dans la main, on va s'y accrocher avec cette équipe, on s'y accroche et du coup on a un projet commun, donc c'est ce qui reconstruit un peu la famille aussi. Et c'est ça qui va les aider effectivement, parce que en fait Simon Erlacher lui est déjà il a déjà un pied dedans, quoi. Donc c'est d'ailleurs très drôle parce que le premier rendez-vous de ton frère, lui il pense que il va aller vendre du miel et en fait il se retrouve chez une cliente de Mathias, voilà, c'est Bayarias qu'on avait la semaine dernière, qui était avec nous et qui va consommer le miel directement devant lui. Si j'étais vulgaire, je dirais qu'elle le consomme au pot pratiquement, mais c'est à peu près ça. La séquence est très belle et en même temps ce qui est génial dans cette série, c'est qu'elle est toujours très sexy, jamais vulgaire. Ouais, et puis surtout elle est pas dans le jugement. Il y a quelque chose pour moi où c'est là où je la trouve vraiment intéressante, c'est qu'il y a un peu une liberté dans une période où c'est important de parler de beaucoup de choses, mais là c'est un espèce de petit coup de fraîcheur, de dire en fait il y a aussi ça, cette simplicité humaine, de dire même s'il y a quand même un rapport de nécessité, mais qui est assez romantisé là dans cette façon de voir l'escorting. On parle clairement pas du milieu de l'escorting de manière générale, qui est quand même beaucoup plus trash et beaucoup plus imposé. Là il y a une version un peu romantisée, mais dans quelque chose d'accessible, de ok, on y va, on fonce, et ouais, c'est ça que j'aime bien. C'est quelque part un western. Le look, notamment le tien, mais aussi celui des garçons, finalement. C'est complètement la direction artistique. Tiens, regarde-les là. On y est là. Regardez nos 4 hommes. Tiens, si tu devais nous dire un mot sur chacun. Sur chacun. Pas sur la photo. Pas sur la photo en elle-même. Sur les gens. Petit cube. Voilà. Non, sur chacun. Par personne. Commençons par Thomas Evrard qui est à l'autre bout. Thomas Evrard qui est le plus âgé dans la série, victime d'un accident à cheval et qui a peine à remonter et qui va revivre grâce à l'escorting finalement. Un mot sur Thomas pour le décrire, pour ce qui sur Thomas sur Thibaut. Sur Thibaut. Sur Thibaut. Oh là, pourquoi je vais l'appeler Thibaut à chaque fois? Thibaut Evrard. Thibaut, je dirais sensible. Ouais. Thibaut, je dirais sensible. Guillaume, je dirais malin. Donc le deuxième. Il est malin. Simon alias Mathias, je dirais nature peinture. Et Corentin, mon coco, je dirais, j'ai envie de dire énergétique. Ouais, c'est pas mal, ils sont tous... C'est vrai que ça vend hyper bien le truc. Ça vend hyper bien le truc. Ils se complètent à 4, c'est l'homme parfait, quoi. Et Charlie? Et Charlie, je dirais explosive. Ah ouais. Et si tu devais dire Marisol, par rapport à ces 4 comédiens, parce qu'il a fallu trouver ta place. Objectivement, je le disais tout à l'heure, tu aurais pu, et le personnage aurait pu être bouffé, vampirisé par ces 4 mecs, et non seulement ça n'est pas le cas, mais en plus tu es complètement... tu as ta place au centre de cette série, tu es le 5e personnage central. Ouais, mais après je l'ai trouvé assez vite cette place, même si c'est vrai que je me suis retrouvée avec cette équipe de 4, même 5 mecs, avec Ruben. En plus, ils ont eu beaucoup de prépa ensemble, de choré. Enfin, on a eu pas mal de choses aussi ensemble. Oui, il y a de la chorégraphie, bien sûr. Sous les conseils avisés de Fleur Copin, une grande danseuse. Qui joue une ex de ton frère. Exactement, ah oui, il faut situer. Faut situer, bah oui, non, mais c'est toujours important. Mais il y a de très belles scènes dans les toilettes. Oh oui, ça vend pas du rêve comme tu dis. Non, très bonne scène dans les toilettes quand même. Très belle scène d'amour avec quelqu'un dans les toilettes, on ne dira pas qui. Sublime, ouais. Tout est bien filmé. Là-dessus, c'est clair qu'on a eu un super chef-op, Anthony Diaz, qui a vraiment fait du boulot, et puis une équipe technique vraiment au poil, et même c'est ça qui m'a aidé à trouver ma place. Après, très vite, les tournages, moi je sais que je pense que c'est un de mes endroits préférés au monde, c'est mon terrain de jeu. J'arrive, et puis là en plus, j'étais un peu la petite sœur de toute l'équipe, donc très vite,
j'ai fait ma place, c'était bien bienveillant. Et puis j'avais un texte qui m'aidait à imposer. Et du coup, on en a beaucoup rigolé, quoi. Et des scènes. C'est devenu la petite sœur au carafon. Et Marisol, calme-toi un peu là. Ouais, mais il y a quelque chose qui se passe effectivement dès qu'on te voit dans la série. Moi, c'est ce qu'on disait la dernière fois avec les auteurs et les producteurs dans la série. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Tu as su prendre ta place dedans. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et je suis assez impressionné aussi par cette espèce de. Enfin, je sais pas, on a reçu beaucoup d'invités. Il y a une espèce de maturité quand on l'entend parler. Enfin, t'es une jeune actrice, t'es une jeune femme. T'as 4 mecs là. T'as quand même une distribution de guests, de femmes qui travaillent depuis des années, des décennies, ça va de Carole Bouquet à Kelly Rutherford en passant par. Enfin, t'as une distribution de malades et toi t'arrives, petit bout de bonne femme qui débarque au milieu de tout ça et une vraie maturité dans la façon de parler. Ouais. Je vais vous dire quelque chose. Ma mère m'a toujours dit une phrase depuis que je suis petite qui m'a aidée à, on va dire, à désacraliser. C'est si quelqu'un t'impressionne, imagine-le en train de chier. Voilà, je pense qu'on est plusieurs à l'avoir. Prof de maths, je sais pas si ça le fait redescendre. Elle qui a suffisamment cette phrase qui a suffisamment monté, mais en tout cas, elle m'a jamais je me suis jamais sentie mal à l'aise, si ce n'est un peu impressionnée, mais les gens sont tellement, sont des gens humains, donc à un moment, très vite, c'est quelque chose qui se dépasse. Oui, mais d'ailleurs, après, il faut prendre le taureau par les cornes et s'imposer aussi en tant qu'actrice. Ouais, mais ça, c'est un défi. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est de sentir qu'il y a un endroit de fragilité ou quelque chose qu'on connaît pas complètement. Et du coup, on cherche une approche qui nous est agréable ou qui, en tout cas, qui sonne juste. Donc ouais, c'est intéressant de se mettre un peu en danger dans le jeu, je crois. C'est femme d'expérience. Femme d'expérience. Femme de terrain maintenant. Demoiselle d'expérience. C'est vrai. Je me suis emballée, ça fait genre elle a 60 ans. Elle a 60 ans, pas du tout. C'est une jeune actrice évidemment très 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 prometteuse qu'on découvre dans cet univers-là. Et effectivement, la série est magnifique. Moi, c'est un de mes coups de cœur. Elle est belle. Visuellement, elle est magnifique. Oui, elle est belle. Les images sont sublimes. Je ne parlais pas que des hommes. Vraiment, bien sûr. Les images, tout ça, c'est beau. Et puis tout le monde est beau. C'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a en fait, elle réunit tous les profils qui sont vraiment humains et qu'on voit pas tout le temps dans des séries grand public. Oui. Et en fait, là, on parle de corps, on parle de plaisir, mais on sublime tout ça avec simplicité. Ouais. Sans en faire des tonnes et de jeter des sorts et montrer tout sous un œil de fantasme. Là, il y a juste, c'est du vrai en fait un peu. Mais en même temps, on voit qu'on est sur une chaîne du câble parce que effectivement, les scènes de sexe sont vraiment bien montrées. On se cache pas, on tourne pas les yeux. Oui, non, on n'est pas sur un porno non plus. Hein. Non, mais quelque part. Alors, je dis pas ça pour les guests parce qu'on va pas spoiler et tout, mais il y a un peu pas du Almodovar, mais tu vois, où tu peux un peu tout traiter, mais avec un ton un peu décalé, donc c'est jamais vulgaire. Et c'est assez bien réussi. Et je le redis, la sublime musique de Guillaume Ferrand. Ah oui, merci Guillaume Ferrand. Qui a livré une partition qui est vraiment un bijou, quoi. Ouais, elle sert le projet et vraiment, elle l'emmène, c'est une vague, quoi. Quand tu te dis, là voilà, j'ai une petite vingtaine, je démarre ma carrière et je suis déjà à la tête d'une série avec 4 autres comédiens sur une grosse plateforme. Quel regard tu portes là-dessus, toi, en tant que comédienne ? Je suis reconnaissante profondément. Après, j'ai eu la chance aussi de tourner avec Jean-Pierre Jeunet il y a 3 ans, donc j'avais déjà, on va dire, entre guillemets, cette approche de dire, ok, vas-y, il faut affirmer ta place et te sentir légitime de le faire pour bien le faire, je pense aussi. Mais non, je suis juste profondément reconnaissante et j'espère qu'elle plaira parce que je l'ai fait avec mon cœur et on l'a tous fait avec notre cœur, je pense. Et donc j'espère juste qu'elle plaira et je dis merci et puis je dis à la suite. Vas-y, on va voir. La suite. Je vais bien continuer. Moi, j'aime bien les grands projets comme ça pour que ça dure. Il faut une saison 2 à minima parce que je pense que si vous n'avez pas encore vu la fin, vous allez tellement être frustrés à la fin du 6e. Et je pense qu'il y a des personnages, notamment celui de Charlie, que vous ne regarderez plus de la même façon. Ouais. Je le dis sans aucun spoil. Non, complètement. Et je pense que ça peut amener à des choses bien différentes en plus qui sont assez excitantes à jouer. C'est le cas de le dire. Elle veut se pencher dans le futur. Moi, je vais me pencher dans le passé. Avec sa toute première apparition, sa toute première scène. On est dans l'épisode numéro 1. Regardez, ça n'est évidemment pas Escort Boys, mais c'est la toute première apparition. Bien. Et voilà.
On est le 17 juillet 2017. Le public te découvre aux côtés de plein de comédiens, notamment Samy Garbi, hein, peut-être que les gens ne connaissaient pas encore. Tu es Margot, tu es dans Demain nous appartient. C'est le premier épisode. C'est ta première apparition. Le port de Sète vient de connaître un drame avec une explosion. Quand tu retournes en arrière et que tu regardes ce parcours, qu'est-ce que ça t'a appris, l'expérience Demain nous appartient en tant que comédienne ? Ça m'a appris énormément. C'est vraiment une école technique. Parce que c'est vraiment tous les paramètres. On a une vitesse de croisière de tournage qui est vraiment cadencée. Et du coup, on apprend vraiment très vite à mettre en parallèle le jeu, le placement, la lumière, le bruit. Et tout ça, c'est quand même très pratique techniquement, même si après, il faut aussi laisser la place au jeu. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a fait rencontrer aussi beaucoup de monde. J'ai fait tous mes premiers projets indépendants, mes premiers films à partir des rencontres que j'ai fait sur cette série. Et non, c'était fou. Puis moi, j'avais 17 ans, j'étais en internat à Montpellier, je passais ma semaine à l'internat et je repartais avec ma valise dans un hôtel à Sète pour tourner. Enfin, c'était vraiment une fast life pour le coup, Ouais. mais qui m'a lancé un grand bain et puis qui m'a donné vraiment l'élan pour rebondir et me dire ok, vas-y, fonce et va à Paris et découvre cet univers, quoi. J'avais fait du théâtre très jeune, mais je m'étais jamais laissé la place ou même le vrai questionnement d'intérêt sur ce métier, quoi. Et quand on décide de partir, c'est une décision difficile à prendre ? De partir de cette série ? Ouais. Ouais, c'était une décision difficile à prendre, mais en même temps, je crois que j'avais tellement un feu à ce moment-là, où j'avais tellement envie de découvrir, j'avais l'impression de connaître un petit bout de l'iceberg, je me disais mais ouais, mais en fait c'est immense et c'est à Paris que ça se passe, que du coup ça a été un élan. Puis j'avais tenté une école que j'ai pas eue et j'avais un projet qui suivait, donc je partais dans un élan de vivre quelque chose, quoi. Je quittais pour mieux découvrir ailleurs. Après ça a été compliqué de quitter ceux avec qui Évidemment. je tournais. Tu y es resté combien de temps ? J'étais toute jeune aussi, j'avais 3 ans. 3 ans, tu y es resté, ouais, c'est quand même Non, considérable. c'était un gros bout de vie, c'est ouais. un gros bout de vie. C'était une autre vie, j'ai l'impression même. Tu te dis un jour d'y revenir, même en guest ? Maybe not. Tout dépend. Non mais vraiment. Tout dépend, j'en sais rien. Si demain il t'appelle, tu. Je sais pas. Je pense qu'il y a une réalité un peu difficile aussi du casting aujourd'hui français. Et j'ai pas envie de perdre l'avancée que j'ai eue dans ces projets-là, même si ça me ferait vraiment plaisir d'y retourner. Je pense que pour l'instant, je suis un peu dans un défi de continuer à avancer. Ouais. Mais je pense qu'un jour, ça me ferait plaisir, oui, de retourner là où finalement tout a commencé, quoi. En tout cas, pour tous ceux et pour toutes celles qui pensent que travailler dans un feuilleton quotidien, c'est travailler dans la lie de la fiction française et qu'on mérite autre chose, eh bien, on mérite de découvrir des talents comme Marisol. Et si le feuilleton quotidien nous permet ce genre de choses, eh bien, à tous ceux qui n'en veulent pas, on leur dit qu'ils peuvent aller voir sur d'autres projets. Nous, on continuera de profiter des talents comme Marisol Fertard, parce que c'est évidemment très important. Et puis les autres, partez, c'est pas très grave. On n'a pas besoin de vous. On vous salue. On va continuer cette émission dans un instant. Évidemment, on va continuer Marisol qui est avec nous. On va recevoir notre deuxième invité dans un instant, évidemment. Mais un autre projet qui arrive là, la semaine prochaine aussi, à partir de lundi prochain, le même jour que le lancement de TF1+. C'est une série, enfin je dis c'est une nouveauté, mais non, c'est un retour en fanfare. Regardez la bande-annonce. Retrouvez Plus belle la vie, votre série quotidienne, dès le 8 janvier sur TF1.
Je laisse faire. Non, je vais juste montrer les photos, c'est tout. Tu me dis ? Voilà, ce sera donc lundi prochain, 13h40, on peut le dire, sur TF1. Le retour de Plus belle la vie, donc 3e feuilleton quotidien sur TF1, qui sera diffusé donc sur TF1+. Ce sera diffusé sur TF1 à 13h40. Il est question d'une rediffusion aussi peut-être sur une chaîne de la TNT le soir. Et puis évidemment sur TF1+. Premium, vous aurez aussi les épisodes en avance, comme c'est le cas pour tous les feuilletons quotidiens. On va y revenir évidemment dans un instant. Petit tour de photos qui viennent ensuite sur les nouveaux décors de la série que vous allez découvrir. Il y a un vrai travail qui a été fait à la Belle de Mai, vous allez voir. Donc ça, c'est la nouvelle affiche avec les comédiens. Ça, c'est la résidence Massalia, qui est donc une belle résidence d'hébergement de jeunes travailleurs, de jeunes étudiants en situation de précarité, qui est dirigée par Myrtha et Yolande. Un très très beau décor. Et voici le nouveau bar du Mistral. Et alors c'est intéressant parce que le bar que vous voyez, le Zinc, c'est la seule partie du décor qui a été récupérée des anciens studios. C'était le Zinc qui était dans le bar du Mistral dans la série d'origine et qui a été récupéré pour refaire le nouveau bar de ce nouveau lieu qui n'est plus le bar du Mistral mais qui est le bar Le Mistral. Ouais, faut comprendre. Personne ne fera la différence. Personne ne fera la différence sur le décor. Tout le monde se trompera, déjà on peut le dire. Et c'est le regard d'une chef professionnelle qui parle. Notre invitée, que je suis ravi de recevoir, Catherine Marchal, qui est avec nous. Merci déjà d'être avec nous. Je suis ravie d'être là, ça fait un moment. Ça fait un petit moment que tu n'es pas venue. Et dis-moi, ça sera toujours Plus belle la vie, rassure-moi. Ce sera toujours plus... Alors, c'est un nouveau titre et ça vaut le détour. Plus belle la vie. Plus belle encore. Non, encore plus belle. Encore voilà. plus belle. Encore plus belle la vie. C'est pareil, personne ne va s'en souvenir. Plus belle la vie, encore plus belle. C'est pareil. Okay. D'ailleurs, la chaîne. C'est saison 2, quoi. Non, saison 1, on repart à zéro, repart à zéro, mademoiselle. Oui, mais voilà. C'est le titre qui donne un peu l'impression. Mais vous allez voir que parfois, le titre vaut et le costume vaut. L'uniforme vaut. Voyons apparaître notre invitée en situation. Regardez comme elle est belle. C'est impressionnant. Cette chef Guinaud. Qui est cette femme ? Je ne sais pas qui c'est. Elle n'a pas l'air commode. Elle n'a pas l'air commode et elle ne l'est pas. Et en même temps, c'est un personnage terriblement attachant. D'abord, merci encore une fois de répondre présent, d'être fidèle. Je me souviens quand on a commencé cette émission il y a 10 ans. Tu faisais partie des premiers invités avec Olivier. Absolument. Pour un documentaire que tu signais pour 13e rue sur la carrière d'Olivier Marchal. Et donc, évidemment qu'on suit ton parcours et qui évolue entre télévision, mise en scène au théâtre. Enfin voilà, tu as une vie bien occupée. Tu imaginais quand même quand tu es rentré dans ITC... au lendemain quasiment pas au lendemain du Covid, au lendemain du confinement, qui est une situation une situation très difficile pour tous les comédiens, que 5 ans plus tard et 4 ans plus tard et 900 épisodes, tu serais encore chef Guinaud ? Non, pas du tout. On se projette pas si loin dans ce métier-là. Faut surtout pas, parce que ça peut être très impressionnant, enfin très flippant de se projeter aussi loin. Non, pas du tout. On signe à chaque fois pour un an. Je me projette pas plus loin qu'un an. Qu'est-ce qui t'avait guidé ? Qu'est-ce qui t'avait donné envie de rejoindre ? Parce qu'on fait souvent, et on en parlait avec Marisol tout à l'heure, qui elle a commencé dans Demain nous appartient et maintenant vole de ses propres ailes dans d'autres séries. C'est moins probant de faire le chemin inverse. Vous êtes plusieurs à l'avoir fait dans cette série, de Francis Huster à Benjamin Baroche, ou Frédéric Diffenthal, Vanessa Demouy et toi. Mais c'est pas... Et Elsa Linguini, évidemment, formidable, qu'on adore. Mais c'est pas évident de faire ce chemin dans ce sens-là. Je pense que c'est plus... Moi, je suis pas certaine de l'avoir fait en commençant ma carrière. Ouais. Je pense que c'était une période, un moment, un croisement. C'est vrai qu'il y a eu le Covid et que ça nous a un peu tous chamboulés aussi. Je trouve que c'était le bon moment pour moi de faire ça, parce que je peux y apporter tout ce que je sais déjà. Et je pensais... Cette transmission comme le chef Guinaud, finalement, tu l'as aussi avec la jeune génération, avec les comédiens. Alors oui, il y a cet aspect-là aussi, le fait que je travaille beaucoup avec des gens beaucoup plus jeunes. Moi, je les appelle les gosses, mais ils sont tous majeurs, mes élèves. Ouais. Mais oui, ça c'est vraiment passionnant. Il y en a certains qui sont très, très attachants, avec qui je suis très liée maintenant. Mais dans une carrière de comédienne, je trouve ça... plus intéressant de rentrer dans ce genre de travail-là après avoir fait plein d'autres choses. Ouais. Voilà. On est riche de plein d'expériences et on se frotte à un univers très différent. Là, pas d'uniforme, pas de flingue, pas de flic que tu as beaucoup côtoyé à la télévision et au cinéma. Et c'est bien, cette série, ce que j'aime surtout aussi, c'est qu'il n'y a pas d'enquête policière. Ouais, et il n'y a pas de policier.
Ce gars, le pauvre, il fait ses tournées, il fait 3... on a un gendarme qui vient de temps en temps, mais qui ne résout jamais rien. Qui est complètement nul et très sympathique, hein, mais il ne résout jamais aucune affaire. Non. Mais il vient rarement, mais c'est vrai que en tant que actrice de flic professionnelle, j'ai envie de dire, abonnée à ces rôles-là, ça m'énerve un peu de voir les polars mis à toutes les sauces. Ouais, et il y a coup de gueule, il y a beaucoup de sauces. Fort. Et j'adore quand Catherine Marshall. Donc là, dans Si tout commence, il n'y a pas ça, donc je trouve ça bien, on peut raconter d'autres histoires. Il y a un peu de thriller, mais il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de choses comme ça. En gros, déjà, il n'y a pas de commissariat. Ça, c'est bien. On adore, évidemment, on adore cette série. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur le chef Guinaud? Parce que c'est quand même... Je peux dire plein de trucs sur le chef Guinaud, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le temps. Chef Guinaud, déjà, pour toutes les femmes, elle est hyper aspirationnelle. Elle a élevé son enfant toute seule. Elle a fait une grande carrière. Elle a vécu ses passions amoureuses, culinaires, tout. En fait, elle est hyper libre. Alors, au début, il y a toujours des réticences sur tout, mais à la fin, elle fait toujours tout ce qu'elle veut. Et ça, tu te dis, il n'y a rien... En fait, dans sa vie, si tu viens, tu lui proposes n'importe quoi, au final, elle va le faire. Et c'est beau parce que, dans la vraie vie, c'est assez rare. Et même à la télé, c'est assez rare. Tout le monde est assez cantonné. Là, tu vois, elle porte que des trucs. Enfin, c'est une femme. Elle est là, quoi. Elle est pas ailleurs. Elle est là. Et ça, j'adore. Et on se dit, Guinaud a bien rencontré Catherine Marshall. Parce que tout à fait. Les deux se... Et puis j'aime bien parce qu'elle a vraiment... Alors ça c'est vrai quand même pour beaucoup de personnages d'ITC, notamment pas les élèves mais les profs. Moi au Motina je préfère les profs de toute façon. Mais ok, c'est ce côté très dur, très sur l'excellence, parce que de toute façon c'est le but de la série, hein, j'ai envie de te dire, et avec ses failles extrêmes. Et donc le personnage il est tout le temps d'un côté de l'autre, tu l'adores, après tu le comprends pas, après tu recommences à le comprendre. Et ça en fait tu te dis qu'avec un personnage où il n'y a pas de polar en plus, tu suis des montagnes russes affectives qui ne s'arrêtent jamais. Oui. Alors, la chef Guinaud, la montagne russe, elle a vécu dans tous les sens, quoi. Donc, c'est vrai qu'indépendamment des petites imperfections qu'on peut toujours noter dans ce genre de série, parce que c'est compliqué de suivre la cadence au quotidien, c'est vrai que c'est un beau portrait de femme qui est traité dans le prisme de la série quotidienne. Toi qui as eu une grande expérience à la télévision, au théâtre, etc., il n'y a pas beaucoup d'endroits, finalement, où on a de la place comme ça pour développer des personnages, même en prime time. De plus en plus, hein, quand même, hein, dans les séries. Maintenant, il y a beaucoup de mini-séries. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super parce qu'on sait qu'on s'engage pour quelque chose qui va s'arrêter. Parce que quand on s'engage sur quelque chose qui ne va pas s'arrêter, parfois, quand ça devient une drogue, on peste mais on a envie de continuer quand même. Ça devient une drogue ? Quand on a une série, alors là, on évite la question que tu me posais, mais on a une série qui n'a pas de fin et qu'on a envie de la regarder parce que c'est super, c'est horrible. C'est chronophage. Il faut que ça s'arrête, quoi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce format des mini-séries, des 6x52 ou 8x52. Là, je trouve que c'est un format parfait pour développer à la fois une histoire et à la fois avoir une vraie fin. Mais pour reparler des femmes, je pense qu'elles sont de plus en plus présentes. Hein, dernièrement, là, à chaque fois qu'il y a une série qui cartonne, là... Et on le voit, il y a encore des projets. On a vu tout à l'heure la Rivière perdue qui est évidemment portée par des personnages féminins. Il y aura Tout pour Agnès avec Michel Larocque qui va arriver sur France 2. Enfin, il y a beaucoup de très très grosses Après, productions. c'est un peu toujours les mêmes comédiennes. C'est un peu peut-être le seul problème. Il y a beaucoup de comédiennes. Je vais pas Allez, deuxième coup de gueule. Qui se tapent elles-mêmes. Non, c'est un peu... Non, mais je parle en général je suis d'accord avec comédiennes vous, et comédiens. On voit toujours un peu les mêmes têtes et après, d'un seul coup, on les voit plus du tout. Ouais. Ça, c'est le syndrome. Donc c'est un peu tout le temps. Voilà. Et puis celui-là, d'un coup on l'a trop vu, alors au revoir. Voilà, il y a un peu. C'est quelque chose auquel on fait attention, justement, à pas se carboniser. Il faut faire attention à ça, oui. Mais c'est difficile de refuser des choses aussi. Il y a toujours des périodes, je pense aussi, où du coup on n'a rien, donc d'un coup, quand si ça part et que ça s'arrête pas, on a envie de foncer. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez stratégique dans une carrière qu'on comprend. Enfin, moi, je commence à le comprendre. Tu dis non ? Il faut savoir dire non, ouais. Ouais, il faut être capable de dire non. Mais je pense qu'on le ressent aussi, il y a des projets qu'on ne sent pas du tout. Et si on n'a pas une nécessité de le faire, parce qu'il y a une réalité aussi d'argent, de nécessité, mais il faut avoir le courage de dire non des fois, ouais. Mais souvent, moi, quand je discute et j'en rencontre beaucoup, avec l'émission, je rencontre beaucoup de jeunes comédiens, souvent, le feuilleton quotidien fait peur dans tout ce que ça implique, à la fois dans la cadence et dans l'image que ça a. Moi, c'est vrai que j'ai tendance toujours à citer des gens comme toi, comme Benjamin Baroche, comme tous les grands comédiens qui sont sur cette série-là. Est-ce que tu comprends cette espèce
parfois de snobisme et de regard un peu pédant qu'il peut y avoir sur le travail qui est fait sur ces séries-là, y compris par des gens qui y sont pendant longtemps, quoi. Tu veux dire le snobisme des gens pour leur propre travail? Sur la feuilleton quotidien, oui. Ou qui n'assument pas l'image que ça peut renvoyer, ou qui... Ça a été vrai pendant longtemps que c'était des séries... on est arrivé tardivement sur la quotidienne en France, hein, donc la première c'était Plus belle la vie. Ouais. Voilà, c'était effectivement par rapport aux unitaires, aux séries télé de prime time. Voilà, il y avait une qualité moins grande. Il faut quand même avouer que c'était pas terrible en fait. Oui. Très clairement. Donc c'était regardé par des gens qui étaient attachés au personnage, mais en termes artistiquement, on avait des progrès à faire, très clairement. Donc là maintenant, je pense que les progrès se font de mieux en mieux. Évidemment, c'est irrégulier parce que c'est du quotidien. On ne peut pas être parfait tous les soirs. Vous avez 26 tous les jours. 26 minutes à voilà, mettre en boîte. donc il y a des épisodes plus ou moins réussis, il y a des intrigues plus ou moins réussies, il y a des scènes tournées plus ou moins bien réalisées et des acteurs plus ou moins bons. C'est ça la différence, je trouve, avec les quotidiennes, c'est qu'il y a l'objectif, c'est que le résultat soit gardé homogène. au même niveau, homogène. Mais il n'y a pas ce truc sur un tournage court et avec une fin où en fait il faut envoyer tout le paquet jusqu'au bout, quitte à sortir, rincer et faire une hibernation pendant 2 mois, tu vois. En fait, là, il faut tenir la cadence. C'est un vrai marathon. C'est un marathon et la quotidienne, c'est... En tout cas, les quotidiennes se sont beaucoup améliorées en termes de qualité, en termes d'histoire. Techniquement aussi, il y a de l'argent qui est investi plus dedans. Ça se voit aussi, puisque ça cartonne, donc ça rapporte un peu d'argent. Donc forcément, ça se voit à l'image que c'est un peu réinvesti. Et puis au contraire, aujourd'hui, les comédiens sont demandeurs d'être dans ces quotidiennes, hein. T'as encore le temps. Je ne vais pas citer de nom, mais il y en a certains beaucoup qui aimeraient bien. Il y en a beaucoup qui font la queue pour rentrer et pour y venir. Ouais. Et notamment, il faut le dire, ITC a fait beaucoup pour ça. Oui. Parce que, y compris, je ne citerai personne, mais dans les autres chaînes, où on reconnaît que ITC est l'un des meilleurs du genre. Non, mais moi, je sais que j'ai des comédiennes qui sont venues, Sophie Duez, voilà, on a Alexandra Vandernoot qui vient régulièrement. Qui est formidable, très bien. Voilà, on a eu Eric Savin, que j'adore. On a eu des comédiennes de grande qualité, Joseph Malherba. Ça, c'est un peu un happening plutôt qu'un... Voilà. Mais qui sont venus parce que on était de qualité au niveau du jeu aussi. Enfin, voilà, il y en a certains qui sont venus parce que j'y étais clairement. Ouais, Sophie me dit, j'ai vu qu'il y avait Catherine, je suis venue. Voilà. Oui. Donc, c'est pas... Ça a été un signal envoyé à plein de gens de se dire... Voilà. Et ils ne regrettent pas et ils ont envie de revenir. Donc, voilà. Francis Huster, il a tellement envie de revenir. Ah, Francis, il est à la porte, il tape à la porte tout le temps. Il est là, claque, là, ouvrez-moi. Il dit, Francis, c'est fini pour toi. Tu es mort, tu as été fantôme, tu as été mort. On a fait les flashbacks, on a tout fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y a 10 milliards d'histoires qu'on peut se raconter, là, pour le coup, sur les personnages. Moi, j'arrête pas de leur dire, il pourrait avoir un frère jumeau. Mais personne ne veut. Ah non, surtout pas. Le frère pas des idées à la con comme ça. Ah non, franchement, c'était très bien les petits flashbacks, là, c'était parfait. Autour de son intrigue donc de l'été avec pas cool du tout comme conjoint celui-là. Hein. Ah bah, c'est ce que j'ai dit, t'es parti, t'étais comme un seigneur parce que tu étais vraiment le personnage parfait, intègre et tout ça. Tu reviens, t'es un immonde salaud. C'est un peu ça. Voilà, écoute, t'as voulu revenir, ben voilà. Ceci dit, ça nous a permis, cette expérience-là sur cette série nous a permis de découvrir que tu chantais très bien. On t'a vu dans la chanson Secrète venir chanter pour Francis Huster. Oui, bah, t'as vu, j'ai pas chanté d'ailleurs. C'était du slam. Mais... C'était très beau. C'était d'autant plus dur. C'était très sympa, oui. Très beau, très très beau de cette apparition. Donc, c'est la première fois que je suis dans un paquet cadeau comme ça. Oui, mais quel beau paquet cadeau. Petit bout à la fin du gâteau, dans le gâteau d'anniversaire. Il était très ému, je crois. Ouais, c'était une très belle séquence. C'est important pour toi de te garder du temps aussi pour, on le reverra tout à l'heure, mais pour la mise en scène, pour le théâtre, pour toutes ces activités que tu fais depuis très longtemps, de continuer à mettre en avant des projets importants. Ouais, je le prends le temps, je me le libère moi-même. Ouais. Oui, il faut le faire. C'est essentiel. Justement, si je reste dans Ici tout commence, c'est parce que j'arrive à m'aérer très régulièrement. Et que c'est aussi un confort de pouvoir se dire j'ai ce projet-là et qui me laisse du temps pour... Ouais, c'est un confort affectif aussi parce que je suis toujours contente de revenir au château. Ouais, c'est tellement un lieu incroyable. Ouais.
pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'y aller. Et vous êtes une belle troupe de... Et on a une bonne équipe et on a des techniciens fabuleux voilà, que j'embrasse. Et tous les ans, tu découvres une nouvelle génération de comédiens, de jeunes comédiens qui arrivent dans les nouvelles promos. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, il y a un vrai brassage, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc c'est dur pour eux d'ailleurs. C'est pas d'arriver évident. dans un énorme chantier comme ça, un énorme. C'est une grosse machinerie. C'est pour ça qu'il vaut mieux arriver au début. Hein. Tu as choisi le bon plan, Marisol. C'est le bon plan. Je le disais tout à l'heure, je te reçois depuis 10 ans, on s'est rencontrés plusieurs fois. Je pensais avoir tout vu sur toi. Je pensais avoir tout percé sur toi. Ouais. Et je découvre encore des choses. Tu fais peur. Mais non mais regardons cette photo. Je ne savais même pas que tu avais fait ça. Tu sais sur quoi Alors, je vais saluer une jeune femme qui me dégote tout ça. C'est Sandrine. Alors, Sandrine, elle va écouter parce qu'elle écoute tout ce que je fais. Donc, elle va être toute rouge là. Je sais qu'elle est toute rouge là au moment où je cite son nom. Alors qui est incroyable parce qu'elle trouve des archives et des on est en 89 et des extraits de choses improbables évidemment que j'ai fait. Alors, c'est moi. Cette petite touffe devant, c'est Bernard Minet. Oui. Et c'est la série Salut les musclés. Ouais. Et en plus, cet épisode-là, je me suis fait la référence en le regardant, en le parcourant pour aujourd'hui. Mais je l'ai vu quand j'étais gamin. Et j'avais jamais percuté que... Ah ouais, c'était les sitcoms à l'époque. Mais oui, les sitcoms avant qu'il y ait Hélène et les garçons. Mais bien sûr. C'est ton tout premier... Je crois que ça doit être mon tout premier, pas loin. Parce que quand je regarde ta filmo, après, il y a un cap de dizaines d'années. Ah, j'ai démarré l'image à 35 ans, moi. C'est ça. Ouais, très tard. Par la télé d'ailleurs. Et ça, c'est donc un casting qui t'y amène par hasard? Ça, je sais plus. Vous êtes tous passés, remarque, mais bon. Oui, c'était voilà. J'étais au théâtre à l'époque, je pense, et puis le réalisateur ou le producteur. Esperanza. Est venu me chercher. Esperanza. Tu jouais Esperanza. Moi, je crois que c'était une guerrière. Ouais, une guerrière sud-américaine qui tombe amoureux d'un homme. C'est évident quand on me voit là. Ah ben oui, mais tout à fait. Tout à fait. Mais c'est que T'as vu les cheveux? Oh là là, mais c'est. C'est du crépage. Hein. C'est les années 80, quoi. C'est du crépage. Mais justement, là, on le dit, bon, tu as une vingtaine d'années, et je disais, il y a un gap après, avant d'arriver sur les premiers gros projets. Comment ça se fait que tu n'as pas fait de projet entre les deux plus... Parce que je voulais pas, en fait. Je cherchais pas du tout à tourner. Je voulais faire du théâtre et que du théâtre. Voilà, et j'y étais tout le temps d'ailleurs. J'enchaînais une pièce après l'autre. Et voilà, des classiques, de la comédie, du café-théâtre, du Molière, du Marivaux. J'ai enchaîné pendant des années. Et puis à un moment donné, oui, il faut... Voilà. C'est l'image. Il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc c'est venu après par la télé. Par la télé et par le... Des réalisateurs qui sont venus, notamment au café-théâtre, où je jouais. Puis une fois que j'ai commencé à tourner. Et puis après, j'ai surtout eu cette charnière de 36 quai des Orfèvres qui a fait qu'après, je n'ai plus jamais cessé de travailler. 36 quai des Orfèvres. Il suffit d'un film. Ouais, non, mais en même temps, quel film film. Il y en a eu plein d'autres derrière. Moi, je me souviens évidemment de pas mal de ces rôles-là. Il y a même eu un rôle qui est très important. On va voir si la photo suivante, tu comprends pourquoi je la... Est-ce que tu es team Juliette Armanet ou pas? Je ne sais pas. Quoi te dire. Je dis ça par rapport à un clip dans lequel tu as tourné dans les années 2010 de Michel Sardou et Juliette Armanet qui n'était pas une très très grande fan de Michel Sardou, et tu as tourné dans un très beau clip avec Francis Renaud. C'est tourné par Olivier. Et qui est filmé par Olivier Marchal. Il a pris les gens autour de lui, il s'est pas emmerdé, il s'est dit toi tu viens. Mais on n'a pas eu le choix. Le clip est très fort parce qu'il parle de violence conjugale. Michel Sardou voulait refaire un petit peu 36 quai des Orfèvres dans son clip. Donc il aimait beaucoup le film, donc il a demandé cet univers-là. C'est assez Olivier, incroyable. Lui a écrit ce clip. Ouais, la chanson était un four total et n'a pas du tout marché. Moi je l'aime beaucoup. Mais moi je l'aime bien, ouais. Moi je l'aime beaucoup et je trouve que le clip est très très fort. Ouais. On parlait tout à l'heure avec Marisol de cette génération de jeunes comédiennes qui émergent. Voyons la photo suivante. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la première fois que ma fille tourne. Mais pareil, pour la raison que Olivier n'a pas trouvé l'enfant idéal pour le faire. Et que moi, je voulais pas qu'elle tourne, il était hors de question. Là, elle a 7 ans. Donc, il était hors de question qu'elle tourne. Ouais. Elle faisait de la musique au conservatoire, elle voyait des annonces, on cherchait des enfants pour faire ci, pour faire ça. Elle me suppliait à chaque fois, elle m'a harcelée jusqu'à ses 16 ans, elle m'a harcelée pour tourner, pour travailler, parce qu'il y avait des demandes. Et là, ce clip-là, il était en casting toute la journée, il trouvait pas d'enfants,
il n'avait pas sa petite fille, donc il m'appelle et il me dit qu'est-ce qu'elle fait Zoé, elle est où? Là je suis dans la merde totale, j'ai pas de gosse pour tourner quoi. On tourne lundi, j'ai rien, j'ai personne quoi. Elles sont toutes à chier, elles sont toutes moches. À la Marshall, la façon de parler. À la Marshall quoi. Et je dis ça va, elle est en pyjama. Ah non mais je vais la chercher à Bila, je vais la chercher en moto. Et donc il est venu à il était presque 21h30. Il est venu la chercher en moto, elle était ravie évidemment, et il l'a mis dans la salle de casting. Il ne lui a rien dit, il est sorti, il l'a laissé avec les producteurs à l'époque de Michel Sardou, qui était une grosse maison de disques là. Et elle a fait les essais. Et elle est incroyable. Et ils ont fait waouh. Elle est incroyable dans le clip parce qu'en plus elle a une grosse importance, c'est-à-dire que sa maman que tu joues, c'est le rôle principal, ouais, est battue par son mari Francis Renaud, et c'est elle qui doit partir, qui s'enfuit de la maison et qui part dans les rues trouver quelqu'un pour l'aider. Elle était super. Elle est incroyable et c'est une des très très jeunes comédiennes talentueuses qu'on découvre au fil des projets. Moi j'ai découvert dans Disparu je crois sur France 2. C'est vraiment son premier rôle où j'ai dit ok. Maman a validé. Oui, parce évidemment. que je suis pas pour les enfants, que les enfants jouent, moi. Je trouve que c'est pas un endroit du tout pour eux. D'ailleurs, après ce clip, je lui ai dit, tu tourneras plus jamais. Là, le sujet était tellement léger que... Non, mais parce que c'est un plateau de tournage pour un enfant, c'est une catastrophe, en fait, pour l'éducation. Ça te fout en l'air 10 ans d'éducation. Ouais. C'est d'un seul coup, elle claque des doigts, elle a un coca, d'un seul coup, elle a une loge, d'un seul coup, elle a une babysitter, parce qu'il y a des... C'est dans les règles, de la DAS, etc. Donc les enfants, ils croient qu'ils c'est pas la vraie vie, ouais. C'est pas du tout la vraie vie, donc moi je suis archi contre. Et quel regard la maman ou la comédienne porte justement sur tout le travail qu'elle a fait depuis, sur les projets qu'elle mène, sur la façon sur la comédienne qui est devenue ta fille. Est-ce que c'est facile de porter un jugement déconnecté de l'affect Oui, on y arrive assez bien, et elle est assez cool parce qu'elle n'est pas trop attachée à nous, mais à la fois elle nous renie pas non plus. Donc non, parce que c'est difficile de prendre la suite. Et de se faire un prénom. Voilà, avec les 2 parents, c'est un peu lourd, etc. Mais pas du tout. Au contraire, elle a énormément de fierté de son nom. Et à la fois, on est très différents sur nos choix, et elle va avoir une carrière très différente. Ouais. Et elle écrit, elle a compris plein de choses. Évidemment, elle a compris plus vite que quelqu'un qui n'est pas dans le métier. Évidemment. C'est un peu l'avantage d'être enfant d'acteur. Elle comprend plus vite, mais c'est pas pour ça qu'elle est avantagée sur les films qu'elle fait. Non, mais elle a une vraie identité. D'ailleurs, Disparu, pour la petite anecdote, elle est arrivée avec son prénom. Oui. Voilà, uniquement son prénom. Ce qu'elle nous avait raconté, effectivement, pour essayer de se différencier des autres. Donc ça, je suis sûre que... Voilà. Et elle a été très bien Disparue. Ensuite, on l'a vu évidemment dans plein de projets, notamment dans les premières saisons de Scam, où elle s'est révélée aussi extraordinaire. Là, Les Nouveaux Riches sur Netflix. Elle est incroyable dans Les Nouveaux Riches. Ouais. Moi, je trouve qu'elle écrase tout. Voilà. Elle va être au théâtre à partir du 18 janvier, elle est au théâtre. C'est toi qui la mets en scène ? Non, pas du tout. Non. C'est pas la promo de Zoé, mais je dis quand même. Bah non, mais on en profite. Elle est au théâtre Apollo, dans les Michetonneuses à partir du 18 janvier. Bon. Courez-y. 4 nanas super. Zoé, je t'appelle. On va organiser quelque chose. Tu vas venir nous en parler parce que évidemment, on la suit aussi longtemps. La dernière fois qu'on l'avait reçue, je crois que c'était pour Les Innocents, je crois, il me semble, ou pour une autre série avec Olivier et Geoffroy. Ils étaient venus dans ce plateau. Tiens, justement, puisqu'on en parle, voyons voir la photo suivante, puisqu'on parle de théâtre. Oui. Nuit Noire. Ah oui, alors ça, c'est Geoffroy qui a fait son court-métrage, Geoffroy Thiebaud, qui est un ami. Et alors, c'est un court-métrage totalement surréaliste auquel je n'ai rien compris. Mais même en le voyant. Donc, j'ai tourné, j'ai fait mon travail, je me suis appliquée. Dessus, hein, vous êtes, Et voilà, et j'ai toujours rien compris de ce que j'ai fait. Mais tu l'as fait. Mais il paraît que c'est pas mal. Ça s'appelle Nuit Noire, et aujourd'hui, Geoffroy, avec son épouse Fanny Bastien, dirige un festival important à Rennes-le-Château. Voilà. Dans le château de la Bessonnière. Festival du film insolite. Ouais, qui s'est installé au fil des années et voilà, et qui du coup trouve sa prédisposition. Regardons la photo suivante. Ah voilà. De quoi je me mêle ? Parce que on t'avait reçu il y a quelques années parce que tu avais mis en scène aussi un one-man show. Oui. Et puis là, la pièce de théâtre, celle-ci est un gros succès. Oui. Qu'est-ce que tu trouves dans la mise en scène quel plaisir tu trouves dans la mise en scène ? Ah bah de plus être actrice déjà. C'est un repos pour l'ego génial. Et puis de savoir comment ça fonctionne quand même. Ouais. Donc diriger les comédiens, c'est ma passion.
Et quand je vois le résultat, certains comédiens qui... Voilà, quand on démarre le travail et puis quand je les vois sur scène après, je me dis waouh. Voilà. Tu pourrais tout arrêter de la comédie pour mettre en scène ? Oui, bien sûr. Ouais. Si ça rapportait plus d'argent, oui. Il faut savoir que ça ne paye rien du tout. Ça paye rien, ouais. Non. Mais tu dis, c'est fondamental quand même. Ah oui, non, mais les metteurs en scène sont pas rémunérés, très clairement. Donc il faut. Les pourcentages sont faibles. Il faut vraiment faire un énorme carton pendant très longtemps et avoir 5 pièces en même temps, ce que certains ont d'ailleurs. Oui, c'est ça. Metteurs en scène, 5 pièces en même temps, mais moi je pourrais pas. Donc oui, j'adore, bien sûr. Et cette pièce-là notamment est un gros carton. Elle s'est déplacée un peu partout. Elle a bien baroudé, ça y est. Elle était à Avignon aussi, si je me trompe pas. Elle a vécu le Covid, elle a tout vécu. Ouais, elle a vécu tous les emmerdes qu'on peut avoir. Elle a survécu. Et l'écriture d'une pièce, tu pourrais avoir... J'essaye d'adapter un livre. J'ai fait un monologue il y a longtemps qui s'appelait « Ce soir j'ovule », l'histoire d'une femme qui voulait un enfant. J'ai joué au Théâtre des Mathurins pendant 1 an, qui était... une pièce de Carlotta Clerici qui racontait le parcours d'une femme stérile, mais c'était entre rire et larmes, quoi. Et ça a très très bien marché. Et elle a écrit un roman avec ce même personnage et c'est un peu la suite. Donc je l'ai adapté, j'ai une V1, mais je suis très paresseuse. Et donc peut-être que je la jouerai pas d'ailleurs, parce que je vais être trop vieille pour la jouer au bout d'un moment, mais je vais essayer de terminer l'écriture. Mais sinon, non, je suis bonne en script docteur. Corriger, n'est-ce pas Nora, tu connais ça, c'est des métiers. C'est des métiers importants, c'est ceux qui repassent évidemment sur les scénarios pour leur donner plus d'ampleur, plus d'étoffe. J'aime bien faire ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui ? Évidemment, tu as encore plein de territoires à explorer, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fait et que tu rêves de faire ? C'est une bonne question. Tout le monde me pose la question de savoir pourquoi je ne réalise pas. Ça me trotte un peu. On verra. Tu pourrais te faire la main, par exemple, je sais pas, sur un épisode de ITC, par exemple ? Je suis pas certaine. Parce qu'en revanche, c'est des grosses machines, des grosses industries où on n'est pas maître de tout et totalement. Alors, la première chose dont on n'est pas maître, c'est le choix des comédiens. Donc déjà, ça, pour moi, ce serait une épreuve. Tourner avec des comédiens que j'ai pas choisis et avec qui j'ai pas envie de tourner, ça voilà. Les textes, je m'en arrange toujours parce que il y a toujours quelque chose de bien à faire avec n'importe quel texte. Et après, on n'est pas maître absolument de son montage, et ça, pour moi, ça serait pas gérable du tout, émotionnellement. Donc ça, ITC, c'est mort. J'ai besoin de... Je suis un peu autoritaire dans les... Artistiquement, j'ai besoin de gérer. C'est pour ça que j'adore la mise en scène de théâtre, c'est qu'on est responsable de 100% de tout. Du costume, au décor, aux comédiens, au jeu, à la mise en scène, à tout. Si c'est un four, c'est notre faute. Si c'est une réussite, c'est la faute de tous les autres, sauf de soi, bien sûr. Mais non, c'est... Mais pourquoi pas, ça commence à m'intéresser. Et comme on ne doute pas que tu finiras par y arriver, par réaliser, on a parlé tout à l'heure évidemment de ton arrivée dans le cinéma qui s'est beaucoup fait grâce à 36 Quai des Orfèvres, et donc avec l'univers d'Olivier, un univers très policier. Si tu penses un peu à ce que pourrait être l'identité ou la signature de Catherine Marchal en tant que réalisatrice, est-ce que tu as un univers que tu pourrais explorer à travers plusieurs films, plusieurs séries qui te correspondraient bien ? Qui ne serait, j'imagine, pas du polar, parce qu'on a bien compris qu'il y en avait trop, mais voilà, du coup... Non, puis c'est pas mon univers, en fait, J'ai rien vécu de tout ça, je pense que ce serait plus la famille, plus... Mais oui, les relations dramatiques entre les personnes... Moi, j'avais adoré la série. Je t'aime un peu beaucoup, passionnellement. C'était sublime. Elle le faisait bien aussi, évidemment. On va s'aimer un peu beaucoup. On va s'aimer un peu beaucoup. Voilà, on va s'aimer un peu avec Ophélia Kolb. Ouais, j'avais adoré. Oui. C'était hyper bien. Tout le monde avait adoré. Tout le monde avait adoré, sauf la chaîne. Voilà. Il a annoncé la fin de la série. Il y avait eu des pétitions à la fin de la série. Ça, c'est parce que d'ailleurs. Ça, c'est parce que. Et puis, on annule pas. C'est peut-être quand il avait lancé la pétition. Non, pas du tout. C'est ça. Non, ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est que c'était elle. C'est ça. Arrangeait tout le monde de penser que j'étais pour quelque chose, mais j'étais absolument pour rien. C'était encore une fois une fan. Encore une fan. Voilà, qui était trop triste. Non, mais cette série était vraiment bien, parce que pour le coup, ça faisait des avocats et tout, mais c'était vraiment les relations entre les personnages. Enfin, c'était. Avec Joseph Malherbe.
Absolument, avec qui Joseph était déjà, Falaba. qui jouait le bâtonnier. Ouais. Qui jouait le bâtonnier. Non, il y Et avait voilà. un bon casting aussi. En tout cas, ce qu'on retiendra de On va s'aimer un peu beaucoup, c'est que on n'annule pas une série au détour d'une interview. Voilà pour la phrase. Ça s'est pas passé. Hein. Non, ça s'est pas passé. C'est pas passé du tout. Tiens, on va terminer cette émission avec une petite photo que je voulais vous montrer parce que c'est l'actualité aussi du moment. TF1+, qui va être lancé le 8 janvier. C'est la nouvelle plateforme qui va remplacer MyTF1. Alors, pour faire simple, pour essayer, parce qu'il a fallu un peu y aller. C'est une plateforme qui a pour ambition d'être une plateforme de streaming et pas une plateforme de replay. Donc il va y avoir beaucoup de replays qui vont être dessus, mais augmentés, c'est-à-dire vous pourrez les voir pendant 30 jours. Il y a un catalogue de 15 000 heures de programmes qui va arriver, donc films, séries, avec des vrais achats inédits pour l'occasion. Il y aura les épisodes, donc des feuilletons quotidiens en avance, ça c'est noté. Et puis surtout, il n'y aura rien à faire, c'est-à-dire que si vous êtes couvert par le lancement de la plateforme sur vos opérateurs, sur vos fournisseurs d'accès à Internet, MyTF1 deviendra TF1+, et votre abonnement sera automatiquement transféré. Si vous continuez à avoir MyTF1 sur votre téléphone, c'est que vous n'êtes pas encore couvert par le déploiement. Il y a des vraies ambitions pour cette plateforme, pour TF1. C'est un vrai chantier d'investissement sur le numérique. Pour l'instant, pas de création originale directement pour la plateforme, mais vraiment l'envie que les gens s'y installent de plus en plus. On retrouvera d'anciennes saisons, des intégralités de séries au moment de lancement. Justement, question bête, non mais vas-y. Alors c'est quoi la différence avec MyTF1 Max? MyTF1 Max, c'est pareil, c'était envisagé vraiment comme une plateforme de replay. Là, l'occurrence, c'est vraiment. Le catalogue est riche quand même. C'est vraiment de faire. On a dit non. D'accord. Non, mais pour voir la différence, parce que du coup, est-ce que tu as les deux ou est-ce qu'ils annulent le Max? Ah non, non, le MyTF1 Max devient TF1 Plus Premium. Voilà. Ah d'accord. Donc, voilà. Non, il y a une version premium. Il y a un petit switch de nom, quoi. Ouais, voilà, change le nom. En gros, l'ambition de TF1, c'est d'aller capter. Comme les revenus publicitaires en télévision linéaire sont un peu stagnants depuis quelques années, ils veulent aller récupérer la publicité qui sont sur le net, notamment donc, grâce à ça, donc en faisant en sorte que les gens viennent beaucoup plus souvent et plus longtemps sur les plateformes, et en créant, j'imagine, des événements. The Voice aura sa propre émission déclinée sur la plateforme TF1+, qui sera lancée en février prochain. Donc voilà. Après, je pense qu'il n'y aura pas une révolution majeure non plus, mais c'est l'occasion de repartir à zéro. Ne nous emballons pas. Chez nous, c'est chaque chose en son temps. Et je voudrais aussi en profiter parce que c'est un ouvrage qui sort en ce moment. On va le voir apparaître, mais voilà, on parle de cinéma petite entorse. Alan Rickman, qui est un immense comédien, disparu maintenant il y a presque 10 ans. Il a tenu un journal entre 1993 et quasiment 6 mois avant sa disparition, dans laquelle il parle de tout, de sa vie, de son métier, de son expérience au théâtre. C'est fait à coup de dates. Parfois, il y a juste 2 petits mots qui sont mis. Parfois, il y a des grands développements. Et puis, c'est Emma Thompson, donc sa partenaire dans Love Actually, qui signe la préface. Ensuite, il y a des mots de sa famille à la fin, puisque le journal n'a pas été terminé, puisqu'il a été très malade. Et on le sent, il commence à être malade au début, un cancer du pancréas qui finira par l'emporter. Mais voilà, vous le voyez, hein, c'est un gros pavé, mais c'est un livre très important pour celles et ceux qui aiment le cinéma. Évidemment, Alan Rickman, on le connaît dans Robin des Bois, Prince des voleurs, dans Piège de cristal, où il était le méchant Hans Gruber, dans Love Actually, évidemment, et puis pour beaucoup de gens, c'était le professeur dans Harry Potter, évidemment. On a tous un petit peu... Moi, j'étais plus sur Love Actually. Moi, j'étais plus sur Love Actually, mais voilà. Comment il a offert ce petit collier, et tu t'en remets toujours pas. On s'en remet toujours pas. Elle est magnifique, la photo, d'ailleurs. Et la photo de la couverture est magnifique. Le journal d'Alan Rickman, chez Hachette Heroes, disponible en librairie. Je vous conseille vraiment de foncer le voir. J'allais dire Marisol. On va te retrouver où, Marisol? À part dans Escort Boys. La saison 2, on espère, on croise les doigts. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui arrivent? Il y a des projets qui arrivent en tournage au printemps, mais pour l'instant, c'est vous pas signé, on attend de ça. Tu reviendras nous en parler. Catherine, en plus de ITC, où est-ce qu'on peut te voir bientôt? Eh bien, on va pouvoir sur TF1 me voir dans la série Brocéliande. Mais oui, avec Nolwenn Leroy. Avec Nolwenn, avec un... Voilà, il y a une grosse distribution encore. Incroyable, Marianne Chazelle, Thomas Joannet. Enfin bon, je dois dire que c'est une des séries que j'attends de ce début d'année. Mais voilà, il y a un gros casting. Voilà. Une série très mystérieuse dans la forêt de Brocéliande sur une jeune femme qui se retrouve à 20 années d'écart impliquée dans la mort de plusieurs personnes. C'est un thriller, effectivement, assez choral.
Et c'est magnifique, la forêt de Brocéliande d'ailleurs. Ah ouais, puis c'est un vrai univers qui était exploité. Donc, donc voilà, donc c'est une mini-série. Enfin, mini-série d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'on parle potentiellement peut-être d'une saison 2 si ça marche. Donc, l'histoire se termine en tout cas. Voilà. Il n'y a pas d'ouverture particulièrement. Et puis bientôt au théâtre aussi, à partir de la rentrée de fin septembre, voilà, avec Alexandre Brasseur, dans une reprise de la pièce de Josiane Balasco, Un grand cri d'amour. Oh, génial, génial. Voilà, c'est inattendu, mais écoute, on va essayer de... Écoutez, si c'est partout en France. Mais ça va être formidable, et si c'est du même niveau, ce que je ne doute pas, parce que la réunion de ces deux comédiens formidables, que Créancier avec Benjamin Baroche et Julie de Bazac, la réunion de deux univers comme ça, donc là, c'est génial, parce que c'est de la ça... comédie mise en scène par Eric Logérias. En plus. Et on va faire une grosse tournée. On va commencer par faire une grosse tournée en France. Et il y a déjà beaucoup de dates. Je sens que ça va. Je sens que ça va être le carton de la rentrée. Donc cette adaptation de la pièce de Balasco, qui sait y faire en pièce de théâtre et en comédie. Écrire, c'est sûr. Cette pièce est très bien écrite. C'est très drôle. Moi, j'avais adoré quand j'étais plus jeune Nuit d'ivresse, qu'elle avait écrite avec à l'époque Michel Blanc. Écoute, on croise les doigts parce que franchement, et surtout on a hâte de te voir à la réalisation, parce que on sait que tu as des choses à raconter et que ce sera toujours un plaisir évidemment de découvrir cet univers-là. Croise les doigts. Écoute, on verra. Et en tout cas, on est toujours heureux de te découvrir en chef Guinaud tous les soirs 18h40 dans Ici tout commence sur TF1. La saison 4 est en cours de diffusion. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à Aricia Lemaire qu'on a reçu ici et qui fait partie des talents de cette nouvelle saison, un des nouveaux élèves de cette saison. C'est dur à dire. Pas la plus simple et pas la plus sympa non plus, mais en tout cas, voilà, on l'embrasse. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Marisol. Foncez voir Escort Boys sur Prime Video. C'est une pépite et Robin... non, vas-y, reviens vers moi. Voilà. Ruben Alves est un formidable réalisateur. Merci à Maxime qui était à la réalisation. Et à très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Ça ne tourne pas du tout.